Montréal, Québec. Métropole de 3 millions d'habitants, Montréal n'est pas une ville comme les autres. Forte d'un prestigieux passé, la ville se tourne résolument vers un avenir à l'image du fleuve Saint-Laurent, puissant et sûr de soi. Mais il n'est pas d'avenir sans ouverture sur le monde. Les Montréalais l'ont tellement compris qu'ils ont ancré, inventé une île gigantesque aux portes de la ville, l'île Notre-Dame, qui va perpétuer la vocation internationale de Montréal et du Québec. C'est ainsi qu'en 1967, l'exposition internationale ouvre ses portes à des millions de visiteurs venus du monde entier pour admirer et surtout goûter à l'esprit de Terre des Hommes. Entre la terre et l'eau, Terre des Hommes devient le carrefour des cultures, des ethnies, des civilisations universelles. L'organisation sans faille d'Expo 67 convainc les instances internationales. En 1976, Montréal est l'hôte des Jeux Olympiques. Pendant 3 semaines, les athlètes venus des 4 coins du monde vont s'affronter dans le plus pur esprit olympique sans qu'un nuage n'obscurcisse le sport et le spectacle. Terre des Hommes, Jeux Olympiques. Comment faire mieux encore? Eh bien, en offrant au monde, et pour la première fois sur le continent américain, le plus beau bouquet dont on puisse rêver. Mai 1980, les Floralies ouvrent leurs portes. Le festival commence par l'exposition intérieure axée sur les arrangements floraux, les fleurs coupées et les plantes tropicales. Bien sûr, l'Italie remporte le premier prix. Mais si nous commençons en fait par la fin, c'est pour mieux expliquer le cheminement qui a pris place avant cette apothéose. Après avoir soumis sa candidature au congrès de Zurich, le Québec doit attendre la sanction officielle de l'Association internationale des producteurs de l'horticulture. Ce sera chose faite à l'Assemblée générale de Tours en France, mais en septembre 78 seulement. Il ne reste que 2 ans pour mettre sur pied et réussir une manifestation qui a reçu le statut d'exposition spéciale de première catégorie. 2 ans, alors que d'autres pays organisateurs à profonde tradition horticole ont parfois mis 10 ans ou 4 ans au minimum pour se préparer. Deuxième prix, Hollande. Le défi a été relevé. Défi d'autant plus colossal que depuis 150 ans, la tradition voulait que de telles expositions aient lieu en Europe. Les pays qui avaient coutume d'y participer accepteront-ils de franchir l'océan, avec tout ce que cela suppose comme risque financier et autres? Les ambassades du Canada et les délégations du Québec entreprennent l'opération persuasion à travers le monde. Les résultats dépassent les prévisions les plus optimistes. Le record de participation établi à Vienne était fort de 13 pays. Montréal en obtient 25, près du double. On ne peut les énumérer tous, mais il importe de souligner que pour la première fois, 8 pays d'Amérique latine participent à l'exposition. Le Japon, la République populaire de Chine, s'inscrivent également. À ces 25 pays vont s'ajouter une dizaine de villes du Québec et de l'Ontario, autant d'institutions d'enseignement et d'organismes publics et une vingtaine d'exposants privés. L'immense jardin intérieur couvre près de 3500 mètres carrés à l'abri de la coupole du Vélodrome olympique. Troisième prix, États-Unis. Pour une première participation, voilà un résultat plus qu'honorable. La rencontre de 2 traditions, européennes et américaines, devient une osmose totale où l'on n'entend que le langage des fleurs. Il va sans dire que le marché nord-américain valait à lui seul le déplacement des exposants. Mais au-delà de ces considérations commerciales, c'est l'avenir qui se bâtit aux Floralies de Montréal. Par leur sagesse et leur beauté, les fleurs offrent un moyen de communication entre les nations. L'avenir va donc s'ouvrir sur des échanges commerciaux, techniques et humains. Et plus encore,
Les Fleuralies permettent au public et aux professionnels de mieux connaître les horizons où l'horticulture ornementale se situe, de mieux percevoir un corollaire évident, le respect de l'environnement, de la nature et de la vie. Pendant les 13 jours que vont durer les Fleuralies intérieures, plus d'1 demi-million de visiteurs circuleront dans les allées du Vélodrome. Les experts du Jardin botanique de Montréal, dont le savoir-faire et les connaissances techniques ont pesé d'un grand poids dans la décision des participants, veillent à l'organisation et à l'entretien du parc floral intérieur, tout comme ils vont veiller à la bonne marche du second acte de l'éclatante représentation, les Fleuralies extérieures. Juin 1980. La première partie du défi a été relevée avec éclat. Il faut soutenir une réputation acquise en 13 jours et, si possible, faire mieux encore. L'infrastructure de l'île Notre-Dame se prête bien sûr à ce genre de manifestation. Mais le choix de ce site correspondra-t-il vraiment aux besoins? Inutile de taire ce que le monde sait déjà. Le site a assumé sa vocation avec brio. Les Fleuralies s'articulent autour de l'immense place de l'Amitié, véritable carrefour où se rencontrent les peuples, les cultures, comme les eaux du Saint-Laurent qui s'épousent autour de l'île artificielle. Au modernisme du centre de Montréal s'oppose ce havre de paix, où serpentent 1500 mètres de canaux ponctués de ponts qui marquent le caractère de l'île. Et c'est en toute amitié que nous vous proposons un voyage enchanteur dans ce pays de l'imaginaire où l'homme a su s'effacer derrière les merveilles de la nature. À tout seigneur, tout honneur, la France. Premier prix international, elle offre un jardin prestigieux qui reprend les grandes traditions de le nôtre, de l'architecture de la Renaissance des XVIIe et XVIIIe siècles. Jardins classiques, élaborés, dans lesquels les paysagistes ont su représenter toutes les facettes de la France, du pays de Loire à la Côte d'Azur, à travers une imbrication de murets, de cascades et de pergolas. On retrouve aussi une évocation de la région des Vosges, avec ses verveines et ses plantes alpines, dans un flamboiement de couleurs propres à la tradition horticole française. L'épicentre de ce jardin est constitué par une fontaine aux eaux limpides enjambée par des passerelles qui donnent accès aux différentes sections, aux différentes régions formant l'ensemble du Jardin de France. Une place importante est laissée à Paris, avec entre autres une des célèbres fontaines Valas disséminées jadis dans la capitale, et les non moins célèbres bancs verts qui confèrent à l'ensemble une chaleur, une ambiance qui ont été pour beaucoup dans l'attribution des honneurs suprêmes. Heureux mariage de la beauté et de l'architecture, symbolisé par la fontaine des Myosotis, où l'on ne sait si la nature imite l'homme ou s'il en est du contraire. La Grande-Bretagne a fait un effort particulier aux Fleuralies en exposant plus de 1500 variétés de fleurs et de plantes, des rosiers aux vivaces, en passant par les bruyères. La couleur et la diversité du jardin anglais ne cèdent en rien à l'humour britannique. Comme dans ce petit jardin, où un cadran solaire évoquant le temps, time en anglais, est entouré de thym qui se prononce également time. On voit aussitôt la relation humoristique, time and time. L'Angleterre, c'est aussi le petit jardin serré entre les cottages, où les légumes et les plantes aromatiques se mêlent aux espèces décoratives qui attirent les abeilles et les papillons. En fait, on joint l'utile à l'agréable.
Le jardin de Grande-Bretagne est également marqué par l'omniprésence de plantes vivaces, sauvages, encore une fois conformes aux volontés de la nature. On pense au célèbre fouillis du jardin à l'anglaise opposé à la rigueur du jardin à la française. Mais en y regardant de plus près, on s'aperçoit que tout a été choisi en fonction des saisons, de l'époque de floraison et même des odeurs. La tradition horticole britannique donne aussi une large place aux shade gardens, ces jardins d'ombre où croissent des plantes de sous-bois entourées de silence et de mystère. Parler enfin des célèbres rosiers anglais pourrait presque passer pour un lieu commun. Mais la Grande-Bretagne s'est surpassée pour l'occasion. C'est un véritable délire de roses, une gamme de toutes les espèces possibles et imaginables. Couleurs et odeurs marquent cet immense roseraie qui porte le nom de Queen's Mother Rose Garden, en l'honneur de la reine-mère qui fête ses 80 ans en 7 ans de grâce 1980. Bordés de canaux, comme il se doit, les jardins de Belgique s'illustrent d'un certain romantisme cher au plat pays de Flandre et de Wallonie. Le bégonia est à la Belgique ce que la rose est à la Grande-Bretagne. Maîtres incontestés dans la culture de cette plante, les Belges n'hésitent pas à en exposer 20 000 plants, de toutes formes et de toutes couleurs. Ces parterres luxuriants dureront jusqu'à l'extrême fin des Floralies, grâce à leur floraison jusqu'en septembre, comme un adieu qui ne veut pas se dire. Et l'Italie constitue l'une des grandes révélations des Floralies 80. Elle apporte son originalité, ses traditions, son classicisme avec elle, sous forme de deux sources d'inspiration différentes, romantique et classique. Les jardins à la romaine, la symbolisation du lac Majeur et du pont des Soupirs, s'opposant aux variétés infinies d'azalées, composent une sorte de livret d'opéra baroque. L'Italie classique est surtout représentée par ses célèbres conifères disposés en trio, notamment par une autre révélation des Floralies, les araucarias, dont ce désespoir des singes, ainsi baptisé à cause de ses aiguilles larges et pointues. Et cette harmonie de formes et de couleurs fait une véritable carte postale de cette partie des jardins de l'Italie. Tout à côté, un petit bijou de jardin, celui de l'Espagne. D'innombrables fleurs multicolores vivent là leur vie éphémère autour d'un olivier centenaire, fidèle comme cette Espagne de la tradition, sol et sombre, ombre et lumière, cette Espagne éternelle comme ces citadelles mortes. Le Mexique, terre de désert et de contraste. Le jardin mexicain est presque essentiellement composé de cactacées, plantes étranges et méconnues. Les visiteurs s'arrêtent, émerveillés et fascinés par ces plantes venues de notre monde, d'un autre âge, semble-t-il.
Mais le cactus, le plus sévère d'aspect, sait aussi s'émouvoir au moment de la floraison. Fleurs énormes ou discrètes, touches de couleurs offertes comme une délivrance, extraordinaire ambiguïté d'une nature capable de produire la seule plante noire à l'état naturel, l'éonium. Les États-Unis ont choisi pour thème The Green Survival, la pérennité de la nature, philosophie écologique fortement ancrée dans les esprits nord-américains. C'est donc l'aspect international de la nature qui domine ce parc floral. Aucun autre exposant ne fait preuve d'un tel éclectisme. Kaléidoscope où se retrouvent plus de 25 000 espèces d'arbres, d'arbustes, de fleurs et de plantes vivaces différentes. On se croirait dans l'un de ces parcs comme on en voit à Washington, espace vert conçu pour l'agrément des enfants et des adultes. Pour les États-Unis, la nature est l'essence de la famille. Parmi les expositions provinciales du Canada, on remarque la Colombie-Britannique, dont le climat tempéré autorise une industrie horticole très importante. L'Alberta, première province à répondre à l'invitation du Québec, territoire en pleine expansion qui tente de fixer sa propre identité à travers une somme de cultures diverses. Ce jardin profondément écologique présente toutes les composantes florales de l'Alberta en évoquant les paysages des prairies, des montagnes et des forêts. La rudesse du climat ne favorise pas la croissance d'une végétation grasse. Et c'est la raison pour laquelle l'accent a été mis sur les plantes résistant aux excès du froid et de la sécheresse. C'est un véritable festival d'aubépines, d'arbustes et de fleurs sauvages, dont la nature est clairement expliquée par de nombreux panneaux nets et précis comme l'Alberta elle-même. L'Ontario, fort de sa longue tradition horticole, présente un merveilleux jardin qui lui a valu la place d'honneur au classement national. Le climat relativement doux de la péninsule du Niagara permet les plus grandes audaces en matière de fleurs et de plantes. L'Ontario a traité le sujet sous forme de mosaïques d'arbres et de plantes greffées, qui sont en fait prévues pour l'intérieur. Toutes ces plantes arbustives fleurissent tout l'été, phénomène assez rare sur le sol canadien, ce qui nous amène au Jardin du Canada, où un autre défi a été relevé. Il fallait en effet présenter une sorte de synthèse de la végétation d'un immense pays dans un espace restreint. L'architecte s'est inspiré de paysages naturels typiques caractérisant les différentes régions du Canada. Des genêts de l'Est à la végétation alpestre de l'Ouest, agrippés au flanc des montagnes rocheuses, dont la majesté est à peine troublée par le murmure des cascades indiscrètes. Fleurs sauvages des prairies, timides marguerites du Québec, rappellent que l'eau est toujours présente au Canada. On ne peut donc oublier les plantes aquatiques qui, en quelque sorte, colonisent les grandes zones humides du pays, pas plus qu'on ne peut passer sous silence l'intervention des éléments naturels et de la faune sur l'organisation du paysage. De nombreux panneaux explicatifs soulignent ces interventions naturelles que l'architecte paysagiste a illustrées. Sous l'effet du vent, du gel, de la chaleur continentale, la flore est plus ou moins maltraitée, mais elle finit toujours par s'adapter, par prendre des formes étranges, torturées, sauvages en un mot, comme ces arbres morts noyés dans les immenses plans d'eau artificiels créés par les barrages de Castor. Le survol global de la végétation d'un océan à l'autre permet de faire découvrir la flore du Canada aux visiteurs étrangers, mais aussi de rappeler aux gens du pays qu'il existe une infinité de paysages trop souvent méconnus ou ignorés.
Pour la partie institutionnelle de l'exposition, les villes, les ministères, divers organismes et autres écoles d'horticulture ont créé un jardin composite à l'entrée du parc floral. Le jardin s'ouvre sur la composition de la ville de Québec, à laquelle il était normal de rendre cet honneur, étant donné que Québec constitue le berceau de la présence française en Amérique du Nord. La présentation est articulée autour de thèmes historiques, comme l'atteste la présence du Don de Dieu, le navire commandé par Samuel de Champlain en 1604, quand il a posé le pied en Nouvelle-France. Il faut remarquer que le navire n'est pas planté dans un bassin artificiel, mais qu'il flotte sur une mer de fleurs qui le rend plus proche de nous. La banlieue de Montréal s'illustre également avec la présentation de cette maison de poupée, reproduction fidèle d'une habitation québécoise, comme on en trouve encore à Boucherville. Contraste évident avec le voisin immédiat, ce parc urbain présenté par la ville de Toronto, à l'ordonnance britannique où fleurissent les ombrelles de Hyde Park. Place est ensuite laissée aux écoles d'horticulture, notamment à l'Institut de technologie agricole et alimentaire de Saint-Hyacinthe, qui présente une suite de massifs et de vasques composés de variétés cultivées par les élèves du plus grand centre horticole du Québec. L'institution religieuse de l'Oratoire Saint-Joseph est venue, elle aussi, présenter son message de fraternité et d'amitié, comme les villes de Trois-Rivières, de Longueuil, de Montjoly, de Saint-Laurent, qui ont tenu à souligner leur présence par un envoi de fleurs. Le quartier d'Outremont est célèbre dans Montréal pour son parc Soleil, petite merveille offerte à la jeunesse par la municipalité. Le propos de ce parc se retrouve dans le jardin d'Outremont, axé sur l'enfance. Chaque jour, la municipalité délègue 300 à 400 jeunes qui, à tour de rôle, vont procéder à l'entretien des jardins, tout en se détendant et en s'amusant sous la conduite d'animateurs spécialisés. C'est à juste titre que les jardins de la ville de Laval ont remporté le 2e prix national. En effet, cette ville moderne et dynamique, ancrée aux portes de Montréal, attache beaucoup d'importance à la nature et à la qualité de la vie. À travers une merveilleuse variété de lys, d'iris et d'hibiscus, Laval rappelle sa vocation d'île baignée par la rivière des Prairies. Végétation aquatique et plantes vivaces rivalisent de beauté dans une floraison continue en donnant l'impression d'avoir toujours été là, dans leur milieu naturel. Il s'agit d'un jardin où l'on a fait appel aux matériaux modernes, au béton entre autres, mais d'une façon intelligente et discrète, dans un profond respect de la nature. Autre première mondiale au Floralie de Montréal, la reconstitution d'une tourbière. Une végétation étrange, méconnue, croît dans ces 2000 mètres cubes de tourbière que l'on a été chercher à quelques 1500 km de là au cours de l'année qui a précédé les Floralies. Hormis les fleurs sauvages, on peut admirer de curieux conifères, arbrisseaux déjà très âgés, ratatinés par le vent et le froid et qui s'apparentent aux bonsaïs japonais. Tout aussi curieuse, c'est Sarracenie pourpre, plante insectivore dont les feuilles en urne secrètent une substance toxique où viennent se coller et mourir les insectes que la plante va digérer après décomposition. À travers la végétation insolite de la tourbière, les experts du Québec ont prouvé au monde entier que l'on peut apprivoiser la toundra. On voit ici une carte stylisée du Québec, comme photographiée d'un satellite, synthèse d'une végétation diverse et vigoureuse, enthousiaste, pourrions-nous dire, à l'image d'un gouvernement québécois qui a été à l'origine de l'aventure des Floralies. Par une action concertée auprès des différents intervenants, le gouvernement du Québec a contribué, une fois de plus, à faire connaître son savoir-faire à travers le monde. Hôte des Floralies,
le Québec ne pouvait pas participer au concours. Et c'est mieux ainsi, car il nous aurait été difficile d'être modestes. Il ne nous reste donc à nous effacer et à céder la place au thème de la participation québécoise, les 4 saisons de la belle province. Les Floralies de 1980 ont vécu ce que vivent les roses, l'espace d'un matin long de 4 mois. Que toutes les fleurs du monde en soient remerciées.